Pour introduire cet épisode, je voulais vous parler d'un projet dans lequel l'équipe du Guide social s'est fort investie pendant ce mois d'octobre. Il s'agit du salon et congrès des ASBL francophones, j'ai nommé ASBLissimo. ASBLissimo est né d'une forte envie de mettre en avant un secteur essentiel. Un secteur dans lequel gravitent des organismes en pleine transition, à qui on demande toujours plus, avec de moins en moins, et qui malgré les crises successives s'engagent, se professionnalisent et innovent. Pour l'occasion, J'aime mon métier s'est décliné sous forme d'exposition photo. Sachez que si vous souhaitez accueillir cette expo photo itinérante et ces 10 portraits de travailleurs inspirants, vous pouvez nous contacter à podcast@guidesocial.be. ASBLissimo a également organisé le concours de l'ASBL la plus innovante en matière de durabilité, financement, RH, numérique ou gouvernance. Alors pour lui rendre l'appareil, on s'est dit que nous allions accueillir à notre micro le gagnant de ce concours. N'hésitez pas à vous tenir informé des projets d'ASBLissimo sur leur site www.asblissimo.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Le destin de Jonathan a changé le jour où il a décidé de rebattre toutes les cartes de sa vie. Avec sa femme, ils ont tout quitté pour parcourir le globe, voyageant au gré de projets sociaux portés par le réseau international ADRA. Jonathan a ensuite repris le fil de sa carrière en devenant directeur Belgique du réseau ADRA. Il nous emmène aujourd'hui dans son quotidien de directeur d'ASBL. Ses qualités de couteau suisse, ses défis, ses remises en question sur la notion de leader et de manager, ainsi que le sens qu'il trouve dans son travail et cette passion qui ne le ferait changer de métier pour rien au monde. L'ASBL ADRA, via son food truck social, est donc la grande gagnante du concours ASBLissimo qui a récompensé dernièrement l'ASBL la plus innovante. Encore un grand bravo à tous les candidats et maintenant, place au parcours de Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Comment tu te sens ? Bien, oui ça va. Bienvenue. Je te propose de te présenter et de nous présenter ton métier et le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Voilà, alors je m'appelle Jonathan Lebouliot, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 petits-enfants. Je suis actuellement directeur de l'ADRA, donc, qui est une ASBL de coopération internationale. Et j'ai repris cette fonction depuis début 2017. Et je viens de Bruxelles. J'ai toujours vécu à Bruxelles. J'ai beaucoup voyagé, mais je suis toujours revenu. Tu peux nous expliquer en 2 mots ce que fait l'ADRA ? L'ADRA en Belgique, en tout cas, c'est un des membres d'un réseau international de 130 antennes qui, en fait, mène des projets de coopération qui sont soit des projets de développement, mais aussi spécialisés dans l'aide d'urgence. Donc, c'est vraiment la réponse aux catastrophes, soit naturelles comme des ouragans ou des tsunamis, soit les conséquences des guerres civiles et des conflits. Et ici, en Belgique, on a redémarré vraiment le bureau en 2017, parce qu'avant, on était une antenne qui était gérée par des volontaires avec beaucoup de bonne volonté, mais avec un manque de professionnalisme. Et c'est pour ça que j'ai été engagé à cette époque-là. Aujourd'hui, on t'accueille pour une raison un peu particulière. Vous avez remporté le premier prix du concours organisé par ASBLissimo, qui est le salon pour les responsables d'ASBL, organisé il n'y a pas si longtemps, les 13 et 14 octobre dernier. Vous avez remporté avec l'ADRA le prix de l'ASBL la plus innovante parmi de nombreux candidats, donc déjà bravo. Et vous avez donc remporté ce prix avec un projet de social food truck. Tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu ? Même beaucoup. C'est un projet de food truck solidaire, en effet, qu'on a lancé officiellement ici en juillet. C'est le premier projet vraiment structurel d'ADRA en Belgique, parce qu'encore une fois, on est une ASBL de coopération internationale. Mais avec les conséquences du Covid et avec la crise économique, on a constaté des difficultés liées à une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, aussi beaucoup de personnes qui tombent dans la précarité, qui ne l'étaient pas avant, qui ont besoin d'une assistance alimentaire.
et un déficit d'actions qui peuvent être durables. Et quand je parle durable, je parle autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue financier. Parce que c'est vraiment ça le principe de ce food truck, c'est une double action, c'est-à-dire il fonctionne comme une entreprise, donc comme un food truck. Vous pouvez le trouver sur les marchés, vous pouvez le trouver lors des événements. Et les bénéfices de cette action commerciale servent en fait à distribuer de l'aide alimentaire auprès des publics les plus vulnérables et principalement pour l'instant les sans-abri. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On a des équipes de volontaires, on a aussi des partenaires associatifs, donc d'autres associations qui viennent avec nous pour fournir une autre type d'aide. Donc on fonctionne en sorte, si vous voulez, de village mobile. Chacun vient avec son véhicule, avec ses propres spécificités, comme Rolling Douche ou Bulle. Donc voilà, chacun avec ses spécificités, et on forme cette espèce de petit village le vendredi après-midi sur l'esplanade de la gare du Midi où chacun offre ses services. Nous, la particularité, c'est qu'on travaille sur un concept de street food végétarienne. Pour nous, il y avait un sens à monter un projet qui soit aussi cohérent par rapport aux défis climatiques, environnementaux. On n'est pas là pour sensibiliser les sans-abri, loin de là, mais au moins pour leur donner accès à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, et aussi avec une démarche sur des produits locaux, avec une démarche complète jusqu'au véhicule qui lui-même est compensé. Donc il y a une compensation carbone, donc toutes les émissions du véhicule sont compensées, avec un projet de plantation en Belgique par une association qui s'appelle Plan C. Donc voilà, c'est un petit aperçu de ce projet qui est très 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 complexe. On a mis plus d'1 an en fait à le monter, mais qui est cohérent sur plein d'aspects et qui correspond vraiment à la façon dont nous on envisage l'action sociale, qui est une question aussi d'éthique et de dignité, avec en tout cas une volonté de s'occuper de tous les aspects, pas seulement de l'être humain, mais aussi de son environnement et de l'aspect durabilité, encore une fois, que ce soit économique ou environnemental. Je pense que c'est ça qui a plu aussi au jury, c'est l'aspect global d'un projet pensé dans tous ses recoins. Il y a la précarité alimentaire, il y a l'accès à la nourriture saine, l'aspect durabilité, environnement, financement. Vous avez vraiment réfléchi à tout. On a essayé. Après, c'est très difficile du coup à monter parce que tout est interdépendant. Donc, ok, vous compensez votre véhicule, mais est-ce que vous avez des bailleurs de fonds qui vont soutenir la compensation carbone du véhicule? Ok, vous allez vers le végétarisme, mais est-ce que ça plaît au public? Est-ce que vous allez trouver les filières correspondantes, des produits de qualité? Enfin voilà, tout ça est très 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 difficile à mettre en place. Mais heureusement, les bailleurs ont compris la démarche. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que c'est un projet qu'on a eu assez facile à financer, en tout cas l'impulsion de départ, parce que c'est un projet après qui doit être autoporté, mais parce que beaucoup ont vu l'intérêt et ont vu, comme vous avec ce prix d'ailleurs, que c'était une tendance qu'il fallait en tout cas accentuer, des projets qui étaient inclusifs, pas seulement par rapport aux gens, mais par rapport aux réalités du monde, et qui allait durer, qui allait pouvoir être autofinancé, parce qu'il n'y a rien à faire, les pouvoirs publics, il y a de moins en moins de fonds disponibles, il y a de plus en plus de bénéficiaires, donc l'un dans l'autre, il faut bien trouver d'autres sources de revenus et d'autres façons en tout cas d'envisager les projets. Quels sont les genres de financeurs de ce type d'activité-là? Le tout premier d'ailleurs qui nous a financé, c'est la Solimac, donc c'est une ASBL, donc c'est Solidarité Maçonnique, qui il y a presque 2 ans maintenant ont lancé un appel à projet. Et moi j'avais ce projet de food truck solidaire depuis quelques années dans mes tiroirs, et je me suis dit tiens allez on va jouer carte sur table, je vais leur présenter ça, en me disant très clairement ils vont dire non, mais ils vont me dire qu'est-ce qui ne va pas dans le projet et qu'est-ce qui va. 2 semaines après, il m'appelait en me disant en fait, ce projet, il est terrible, mais il faut le développer. Alors là, ça m'a mis un coup de pression pas possible parce que je me suis dit mince, maintenant, il faut vraiment développer la démarche, développer l'idée. Et donc, on a commencé à travailler, on a beaucoup travaillé. Et après, on a été vers d'autres bailleurs avec ce premier. Donc, c'était important d'avoir ce premier soutien financier parce que ça légitimait aussi auprès des autres bailleurs. Et on a été par la suite notamment à la région bruxelloise avec son programme Good Food, donc qui vise à réduire l'impact environnemental de la population bruxelloise. Donc la région, la Solimac, et puis après en interne au niveau d'ADRA,
Également, l'échelon international a estimé que ce projet est un projet porteur qui mérite d'être soutenu parce que potentiellement duplicable en fait dans d'autres pays d'Europe de l'Est ou dans d'autres pays où ADRA a des activités. On a également eu des soutiens de l'AVE, Action Vivre Ensemble, des soutiens aussi du mouvement protestant adventiste, parce qu'ADRA historiquement est issu de ce mouvement-là, donc un mouvement confessionnel, mais qui a aussi estimé qu'il y avait un intérêt à soutenir cette démarche, voilà, dans un acte de charité. Et donc voilà, petit à petit, on a mis tout ça en commun, on les a rencontrés, on les a réunis et on a développé de plus en plus le projet pour avoir une version aboutie ici en juillet 2022. Tu as une grande équipe en Belgique ? Pas du tout, non. On est 2 équivalents temps plein. T'as porté quand même fort ce projet. Est-ce que c'est pas finalement le cliché du directeur d'ASBL de faire tourner déjà son projet de base et puis essayer d'insuffler avec des projets innovants ? Oui, peut-être c'est un cliché, mais c'est aussi la réalité. La réalité, la survie en fait. Pour se faire connaître, il faut innover, il faut sortir des rangs. Mais si on veut sortir des rangs, il faut être efficace, parce que sortir des rangs juste pour sortir des rangs, ça n'a pas de sens. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir proposer des initiatives qui sortent un peu voilà, du chemin classique. Mais évidemment, c'est beaucoup de travail. Je ne l'ai pas porté tout seul, je l'ai initié, mais maintenant, il y a un coordinateur ou une coordinatrice qui va être engagée bientôt. Mais en tout cas, c'est clair moi-même, j'ai joué beaucoup de ma crédibilité là-dessus parce que beaucoup n'y croyaient pas, même en interne. Est-ce que les sans-abri, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de manger végétarien ? Est-ce qu'on n'irait pas au plus pressé ? Est-ce qu'on viserait pas la quantité plutôt que la qualité ? Ça, c'est toutes des questions de fond et de débat. Et puis, on a surtout confronté à la réalité. On est allé sur le terrain, on a fait des sorties, tests, et on a demandé aux sans-abri, on a demandé aux gens qui bénéficiaient de la nourriture si ça leur plaisait. Et on s'est rendu compte que oui, parce qu'on avait travaillé sur le visuel, on travaille sur de la street food. Voilà, les menus ont été aussi préparés pour correspondre à une attente. Et c'est les mêmes menus qu'on développe aussi dans la version commerciale. D'ailleurs, ça interpelle toujours les gens quand on vend les burgers ou les hot dogs ou ce genre de choses, que les sans-abri ont la même chose. Il n'y a pas de nourriture différente. Il n'y a pas de raison, en fait. On le fait souvent par nécessité pour agir au plus vite, mais voilà, nous, ça fait partie de notre notion de dignité humaine. Mais évidemment, c'est plus complexe, c'est plus difficile à mettre en place, mais encore une fois, on parle de cohérence. C'est marrant, on a justement eu la chance d'accueillir dans notre premier épisode Fiona, assistante sociale à l'ASBL Rolling Douche. Elle vous accompagne donc dans ce fameux village mobile. Comment se passe la cohabitation avec les travailleurs sociaux, les aidants et les soignants ? Franchement, super bien. Bon, après, on avait, la première fois qu'on a été sur le terrain, on avait eu beaucoup de réunions préalables avec les directions de Bulle et de Rolling Douche avant, hein. Mais la première sortie test notamment, y a un des partenaires qui me dit, moi, le volontaire qui devait venir, il n'est pas là. Je dis, mais écoute, pas de souci, on en prend un chez moi, je pose la question, il y en a tout de suite 2 qui étaient disponibles, voilà, c'est comme ça. C'est ça aussi le principe du village associatif mobile qu'on est en train de développer, c'est une offre à plusieurs facettes, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes en difficulté, on peut très bien être là. Ici, c'était pour des volontaires, ça peut être sur de l'achat groupé, ça peut être même ne fût-ce qu'en termes de sécurisation de l'espace ou de facilitation du travail des travailleurs sociaux. Ici, il y a aussi une émulsion du fait qu'on soit tous ensemble. Tu te rappelles de tes débuts ? Comment est-ce que le food truck a été accueilli ? Tu as une anecdote particulière en tête ? Une anecdote, j'en ai plein, mais c'est peut-être la toute première personne qui a reçu à manger. En fait, on s'est déployé la première fois, c'était fin août, donc gare du Midi. Et donc nous, on commence fatalement, on ouvre le camion, on ouvre le vent, on commence à cuisiner, ça sent bon les oignons qui grillent, enfin voilà. Et il y a une vieille dame comme ça installée sur une table de camping. Et elle me dit, en bon bruxellois, elle me dit, vous allez faire quoi ici, machin. Puis je lui explique. Elle fait, moi ça m'intéresse, j'ai toujours faim. Et je dis, écoutez, vous serez la première à recevoir, vous serez la première personne à bénéficier de ce food truck. Mais en contrepartie, je vous demande une photo. Est-ce que ça va pour vous? Alors elle me dit, j'adore les photos. Mais si j'avais su, je me serais fait belle. Et je trouvais ça tellement mignon, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, c'est cette vieille dame qui est entourée de plein de gaillards, qui ont des âges, des origines différentes, ainsi de suite. Cette vieille bruxellaire, elle est là, elle a envie d'un peu d'animation, elle a peut-être une situation de vie super difficile, mais elle garde un sourire et une pêche pas possible. Et donc je l'ai pris en photo avec ce premier, elle avait demandé un hot dog, je me souviens, un green dog.
Et la première bouchée, elle m'a dit, mais en fait, c'est bon. Et ça m'a fait tellement rire sur le coup. Je lui ai dit, oui, en fait, c'est bon. C'est bien, c'est chouette. Je vais garder ça pour le reste. Je pourrais en faire un slogan. En fait, on s'est dit avec toute l'équipe là, on a dit, bah, ok, ça, c'est le bon départ, quoi. C'est bien, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tu peux faire déjà un premier bilan de ces quelques mois de terrain. Quels sont les retours? Alors, il y a plusieurs types de retours. Il y a d'abord les retours des bénéficiaires eux-mêmes, comme je le disais, qui accueillent positivement. Et souvent, voilà, le public aussi de la rue, c'est un public qui est en général suspicieux par rapport à ce qu'on peut leur donner. Donc, on crée aussi un environnement où on peut leur offrir un panel de services qui est rassurant aussi pour eux. Ils viennent à un endroit où nous, on va à leur rencontre, puisqu'on est tous mobiles, hein. C'est un élément qui les rassure. Donc, le retour des bénéficiaires est très, très positif. Le retour de nos bailleurs également, parce que fatalement, ils ont vu que le projet démarre. Ils ont vu aussi qu'on était actifs sur des événements. Ici, on a fait la quinzaine de la solidarité avec la ville de Bruxelles. C'est plutôt dans une fonction de sensibilisation et commerciale. Mais encore une fois, on touche du public, on va au contact des gens et on leur dit, ben, vous savez, nous, on fait ici de l'économique, du commercial, du business. Mais ce que vous mangez, sachez que grâce à ce que vous avez consommé ici, on peut nous donner 2 fois la même chose sur le terrain. Et ça touche les gens. Et de la part de mes équipes, ben, évidemment, on est tous fatigués. Hein. Surtout, le lancement a été assez épique. Mais on est ravis, on est surtout... le projet nous dépasse un peu et on l'a vu notamment avec le prix que vous nous remettez. Voilà, le projet va vivre au-delà de nous aussi et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, ce qui était assez marrant, c'est qu'au moment où l'équipe ASB Simo a voulu vous remettre le prix, vous n'étiez pas là. Sur les 3 prix, le premier n'était pas là parce qu'il était sur le terrain. Toi, tu étais sur le terrain, pas présent. Ça voulait tout dire en même temps. Oui, ben, c'est la réalité, voilà, des petites structures aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas être partout. Et c'est vrai que ce prix, on s'y attendait pas du tout. Si on avait eu le moindre soupçon, évidemment, on vous aurait pas fait faux bond. Mais c'est clair, on était sur le terrain, on était avec la ville, on était avec la ville de Bruxelles dans le cadre de la quinzaine. Ça a été une très très belle surprise, mais c'est vrai que c'est une réalité que beaucoup d'associations rencontrent. Hein. On peut pas être partout, on ne peut pas malheureusement être là où on voudrait parfois, même pour faire du lobby, pour rencontrer des politiques, pour rencontrer des gens qui prennent des décisions. C'est rarement possible en fait, puisqu'on est sur le terrain, on est parfois noyé dans des appels à projets, parfois noyé dans de l'administratif qui augmente de manière exponentielle. Donc voilà, c'est une réalité. Ça démontre justement cette réalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu as l'air d'être un directeur, en tout cas, qui retrousse ses manches. Comment est-ce que tu peux nous décrire la vie d'un directeur d'ASBL? À mon avis, c'est très variable. Hein. Mais en tout cas, la mienne, c'est... Bon, déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime le terrain. Et plus Adra grandit, plus je m'en éloigne. Et voilà, plus ça m'attriste, mais nécessité fait loi. Donc moi j'ai toujours aimé le terrain. J'aime le terrain quand c'est à l'international. J'aime le terrain aussi ici en Belgique. C'est clair que le directeur c'est le couteau suisse. C'est-à-dire le lundi de 8 à 10 vous faites de la compta, de 10 à 11 vous avez une réunion avec vos collaborateurs et de 11 à midi vous faites un appel à projet. Enfin vous êtes un peu le liant, mais le liant évidemment pour faire fonctionner l'équipe, mais aussi le liant pour compenser et boucher là où ça doit être bouché. Et parfois, c'est pas agréable, c'est des horaires qui sont jamais faciles, c'est parfois difficile pour la vie de famille, c'est beaucoup de sacrifices, mais je pense que chaque personne qui travaille dans le monde associatif sait pourquoi elle le fait. Moi, je dis toujours, et ça fait rire notamment mes amis qui travaillent dans le monde du business ou dans d'autres secteurs. Moi, je dis, j'ai pas l'impression de travailler. C'est une façon de vivre. Je me lève pas le matin en me disant, je vais devoir faire mes heures. Je fais ce que je crois être juste et je le fais parce que ça doit être fait. Et donc, c'est vraiment un mode de vie et pas un travail. Et c'est une chance. Hein. J'ai jamais la même journée. Alors, c'est plus fatigant parce que parfois, vous avez besoin et vous avez envie de régularité, parfois même de routine. C'est rarement possible. Dans le monde associatif, je pense que la routine n'existe pas. Et voilà, on n'a pas choisi le bon métier. Ça prend vraiment sur votre façon d'être. Ce n'est plus seulement un travail, c'est une façon d'être. Et du coup, si ça ne correspond pas à vos idéaux ou si ça prend trop sur votre vie privée, alors évidemment, ça peut avoir des conséquences assez terribles. Donc, il faut être attentif. Moi, je suis attentif à ça pour mes équipes. J'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui est attentif à ça pour moi. Et donc, l'un dans l'autre, on est tous en attention. Mais même comme ça reste délicat. Le burn-out n'est jamais loin. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. Qu'est-ce qui te donne justement envie de te lever le matin en tant que directeur?
Moi, j'ai la chance de voir concrètement les effets de mon travail. L'avantage du réseau ADRA, c'est que je vois l'évolution et je vois le changement. Et après, on a les retours, on a la communication, on a les photos. Parfois, on va sur place aussi. Donc, on sait que ce qu'on fait, même si c'est pas toujours agréable, ça a un effet direct. Et c'est pas un effet dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est un effet direct. On change la vie des gens. D'ailleurs, le slogan d'ADRA, c'était changer le monde une vie à la fois. Et ça dit bien ce que ça dit bien. Moi, je préfère ce slogan-là. Changer le monde d'une vie à la fois. Petit à petit, step by step, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est une raison de se lever le matin. C'était un plan de carrière pour toi, être directeur d'ASBL? Pas du tout, hein, non, loin de là. Non, non. Mon dernier métier, c'était aider les entreprises à développer une démarche environnementale. Donc, c'est-à-dire maintenir leurs objectifs financiers, mais passer à une façon de gérer son entreprise un peu plus green, un peu plus verte, pour la région wallonne. Pas si loin que ça quand on y réfléchit, mais c'était très, très business, très entreprise, très... Là, pour le coup, il y avait beaucoup de galas, beaucoup de rencontres dans des cercles d'entreprise. Et non, pas du tout. Et en fait, j'ai travaillé pendant presque 6 ans dans ce secteur-là. Et à un moment donné, j'ai rabattu les cartes. Avec ma moitié, on était tous les deux à un moment de notre vie où on s'est posé des questions sur justement la raison de se lever le matin. Et on était tous les deux insatisfaits. Donc, on a fait une rupture, c'est-à-dire qu'on a mis chacun 1 an de congé sans solde. Et on est parti se porter volontaire à travers le globe pour ADRA, justement. Hein. Voilà, ça a été de creuser des trous, à monter des projets. Enfin, voilà, c'était le panel un peu de jobs qu'on a fait. Et ça a été salutaire, en fait. Ça a été salutaire pour notre vie privée, ça a été salutaire pour notre vie professionnelle. Et évidemment, 2 mois avant de revenir, c'était hors de question que je rempile. Et j'ai eu la chance de découvrir qu'ADRA en Belgique cherchait un directeur. Et donc, j'étais au milieu du Pacifique, j'ai envoyé ma candidature. J'ai fait un Skype incroyable qui coupait toutes les 3 minutes d'interview. Et 2 semaines avant de rentrer, en fait, j'ai eu le job à distance. Et fatalement, j'avais accumulé tellement d'expérience aussi au sein de l'organisation au niveau international que je savais de quoi je parlais. Et puis tu connaissais le terrain. C'est quoi le terrain d'ADRA? C'est des catastrophes climatiques, des urgences? Tu t'es retrouvé dans quoi comme projet? Alors, je me suis retrouvé dans beaucoup de projets différents. Par exemple, en Mongolie, donc, qui était notre première étape, qui était la claque culturelle par excellence. Là, on a travaillé sur un projet agricole. Donc, c'est un projet qui visait à transformer les anciens nomades qui quittent les steppes pour trouver du travail en ville, qui arrivent en ville, qui s'agglutinent à Ulaanbaatar. Et donc, il y a tout un projet, en fait, de les transformer en agriculteurs. Moi, avec mon background économique, j'ai accompagné la création de coopératives. Et on a même été jusqu'à faire des cours de cuisine parce qu'ils cherchaient, voilà, ils commençaient à produire des légumes et des fruits. Donc ici, voilà, on essayait des nouvelles choses avec eux et on leur a fait découvrir des soupes. Ils hallucinaient parce qu'ils n'avaient jamais mangé de soupe. En tout cas, de légumes de leur vie. La soupe que vous mangez en Mongolie, c'est une soupe d'os. Est-ce que ça dit ce que ça dit? Ben voilà, ça c'est le type de projet sur lequel on était. On a été aussi au Kyrgyzstan, travailler là plus sur des projets de tri des vêtements et de les transformer en fait en nouvel objet. On a travaillé après en Équateur, là c'était sur la formation de femmes à Guayaquil. Et là on travaillait avec des femmes des quartiers les plus en difficulté sur justement la microéconomie et sur le lancement de petites activités génératrices de revenus. Puis on est allé au Vanuatu, au milieu du Pacifique. Et là, c'était pareil. En fait, le Vanuatu avait subi l'année d'avant un ouragan absolument dévastateur. Et pareil, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'organisations humanitaires qui arrivent, qui travaillent pendant 1 mois et puis qui s'en vont, qui font l'aide d'urgence. Sauf que nous, à ADRA, comme on a des bureaux quasi dans tous les pays du monde, notre bureau, il est toujours là, il est toujours actif. Donc, on passe de l'urgence au projet de développement. Et c'était cette phase-là, cette phase de transition sur laquelle on est venu donner un coup de main. C'est donc un fameux melting pot d'expériences et de compétences. Et tu as quelle formation à la base? J'ai fait de l'écologie sociale à la base. Donc, c'était un graduat visant en fait à vulgariser au maximum auprès du grand public toutes les thématiques environnementales et les problèmes environnementaux. C'était beaucoup axé là-dessus. Et puis après, j'ai fait un post-graduat pour être conseiller en environnement pour le coup. Et là, en effet, c'était plus adressé au monde entrepreneurial. Et après, j'ai travaillé dans ce secteur-là pendant plus ou moins 5 ans.
Je ne dis pas que c'était inutile, loin de là, hein. Je pense que voilà, il y a beaucoup de sincérité dans les entreprises et beaucoup d'entreprises, surtout des moyennes et petites entreprises, se rendent compte aussi de l'effet positif que ça peut avoir d'avoir une transition environnementale ou écologique. Mais après, c'est vrai qu'on est vite confronté à des murs institutionnels ou des murs simplement économiques et pragmatiques qui n'envisagent l'écologie que comme un moyen d'augmenter les bénéfices, ce qui n'est pas une fin en soi. Et donc voilà, à un moment donné, il y avait un retour à quelque chose de plus brut, d'où la rupture et d'où le départ en tour du monde, plus ou moins. J'imagine que le terrain t'a apporté beaucoup, mais toutes les compétences qu'on demande pour être directeur, tu as été épuisé ou tu t'es reformé par la suite? Pas du tout. Non, j'ai appris vraiment sur le tas. Et en fait, pendant 3 ans, j'ai été tout seul. Donc, de 2017 à 2020, il y avait beaucoup de travail de structurel en fait à opérer. Et puis, je me suis formé en interne à DRA au niveau international. On a des formations, on a des colloques, on a tout ce qu'il faut. On est très bien accompagné par le réseau international. On est audité, on est très surveillé. On a des critères assez élevés en termes d'aide humanitaire. Donc tout ça, voilà, j'ai appris, je m'y suis plié. Et beaucoup de patience et accepter que les choses ne se font pas du jour au lendemain aussi. Et ici, voilà, on a un nouveau seuil de développement avec ce projet et on espère en avoir encore un avec peut-être postuler, en tout cas, essayer de monter un dossier auprès de la DGD pour avoir un statut officiel d'ONG. Enfin, c'est le ministère qui s'occupe de coopération internationale. Parce que pour l'instant, ADRA a une reconnaissance au niveau fiscal du ministère des Finances, donc on peut délivrer des attestations fiscales pour nos projets à l'étranger, pas pour nos projets en Belgique. Mais nous n'avons pas accès aux lignes budgétaires fédérales, par exemple, ou même régionales, ce qui fatalement limite en fait la progression et le développement de notre organisation. Parce que voilà, c'est les règles en Belgique et il faut s'y plier. Mais du coup, obtenir ce statut permettrait de débloquer justement de ces lignes de financement, mais c'est un statut auquel on peut postuler que tous les 5 ans. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, donc il faut des projets assez solides, il faut des organisations solides, il faut une masse de travailleurs suffisante aussi pour assumer la charge administrative que ça représente. Est-ce que tu as des challenges qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait grandir dans ton travail? Ouais, je pense qu'il y en a pas, il y a pas une semaine sans challenge. Je préférerais faire un pas de côté pour me reprendre et me ressourcer que d'abandonner. Ça, c'est clair et net. Et j'ai la chance d'avoir une moitié qui est alerte à ce genre de choses. Par contre, oui, découragé, ça m'est arrivé plein de fois quand on lance des événements et vous mettez beaucoup de cœur et vous voyez qu'il y a personne ou très peu de retours. Voilà, ça vous fait pas spécialement plaisir. Vous vous dites bon, ok, je vais essayer autre chose. Puis vous essayez autre chose, ça marche pas non plus. Puis vous essayez une troisième chose, ça marche toujours pas. Vous dites bon, mais j'arrête de faire des événements de ce type-là et vous essayez autre chose. Mais j'essaye de relativiser, de prendre après du recul et de me dire ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est grave si ça n'a pas fonctionné? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'arriver au même résultat? Et voilà, une analyse comme ça. Mais c'est clair que, ouais, j'ai eu des moments difficiles. Même quand on se retrouve en charge d'une antenne tout seul, premier jour dans le bureau où vous n'avez pas d'archives, vous n'avez pas d'ordinateur, vous êtes dans un placard à balai et vous vous dites, bon, par quoi est-ce que je vais commencer? Ça, c'est le gouffre absolu. Et puis vous démarrez, vous faites un pas après l'autre, et puis ça finit par aller. La fonction de directeur, ça peut être une fonction très solitaire, mais il faut il faut s'entourer. Il faut s'entourer de gens qui peuvent, si pas soulager votre travail, en tout cas vous accompagner à ce que ça aille mieux, à ce que ça aille plus vite, à ce que ça aille plus loin, peu importe. Et par rapport aux directeurs qui peuvent travailler dans le privé, on imagine bien qu'un métier comme ça apporte énormément, mais qu'il y a aussi des côtés plus compliqués, un salaire, des conditions de travail qui sont pas les mêmes que dans le secteur marchand. Est-ce que ça crée l'équilibre, le sens que tu trouves dans ton travail, où tu estimes qu'il y a quelque chose qui tourne pas totalement rond, cette espèce de sens qu'on a dans le travail qui devrait équilibrer ce qu'on n'a pas financièrement ou au niveau des conditions? Mais le sens fait beaucoup. Après, on est aussi très vite rattrapé par la réalité, hein. C'est clair que la valorisation des salaires dans le non marchand, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas d'horaire, qui travaillent sans arrêt et qui sont payés vraiment au lance-pierre. Je veux dire, on n'est pas vraiment valorisé, en tout cas
financièrement par rapport aux choses qui sont faites, aux éléments qui sont faits. D'ailleurs, moi, j'ai un ami qui travaille pour le coup, qui est chef d'entreprise, qui me dit viens chez moi, je quadruple ton salaire. Bah, il dit ça sur le ton de la blague, mais ça dit bien ce que ça dit bien. Ça veut dire qu'à compétence égale, on est loin derrière. Après, le sens qu'on pense, bien sûr. Mais voilà, face à la crise, face à tout ça, à un moment donné, le sens est confronté à devoir se chauffer, devoir se nourrir, devoir faire un tas de choses. Et les directeurs, de facto, on a une fonction de responsabilité, donc on a sans doute, la plupart du temps, des salaires un peu supérieurs. Mais pour les employés, c'est clair qu'il ne faut pas négliger aussi le bien-être salarial. Je veux dire, on ne se nourrit pas que d'idéaux. Il y a des choses que tu aurais fait différemment? Quand je suis arrivé, quand j'étais jeune directeur en 2017, comme tout nouveau directeur, on veut un peu mettre sa marque, on veut chambouler. Et ça, en général, ça passe pas. En général, ça passe pas parce que vous avez un CA qui est installé, vous avez peut-être des employés qui sont installés. Faut faire preuve d'humilité et ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain, même si vous êtes sans doute là. Et moi, j'étais là pour changer les choses, faire bouger les lignes. Il faut quand même prendre la mesure et voilà, lever un peu le pied. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu direct et j'ai eu des rencontres très, très intéressantes, hein, mais très dynamiques et très tendues parce que j'avais des idées, je voulais qu'elles passent absolument. Et voilà. Elles sont passées, hein, mais voilà, peut-être pas de la meilleure des manières. Ça, je le reconnais aisément. Il faut prendre le temps de discuter, prendre le temps d'échanger et accepter aussi parfois qu'un projet peut être modifié, même si c'est votre projet et que vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire. Il y a peut-être d'autres voies. Et depuis que tu as fait ce shift, enfin que vous avez fait ce shift avec ta femme, quelle est la meilleure leçon que tu retires de tout ça? La meilleure leçon que je retire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à rabattre les cartes dans sa vie. Vraiment, c'est angoissant, c'est super stressant et tous les gens, parents compris, nous ont dit mais vous êtes complètement dingue, vous avez des postes qui sont en CDI assurés, qu'est-ce que vous allez aller faire à travers le monde? Après, voilà, nos parents voyaient en tout cas le monde comme un endroit dangereux. Après, on s'est rendu compte malheureusement que les endroits dangereux, il y en avait partout. Si on est vraiment dans une situation inconfortable, personnelle, et que ça nous met physiquement mal, il faut vraiment avoir le courage de rabattre les cartes et parfois de se faire aider, mais d'aller vers autre chose. Il ne faut pas rester dans une situation, et c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis entièrement conscient. T'as trouvé ton poste idéal, ton métier idéal, là? Ouais, je crois que je mourrai à la barre d'Adra, quelque chose comme ça. Vas-y, oui, peut-être pas Adra Belgique, mais oui, en tout cas, c'est l'organisation pour laquelle j'ai envie de continuer sur du long terme. Ouais. Et mon challenge à très long terme, c'est de pouvoir un jour me dire, je peux partir de l'organisation en Belgique, d'Adra Belgique, elle peut survivre. Et ça, c'est pas facile quand on est directeur, parce que souvent, d'ailleurs, on dit, mais si vous posez la question à beaucoup d'ASBL, on dit, oui, mais c'est qui gère? Normalement, il y a un conseil d'administration, il y a un président, il y a plusieurs fonctions, mais en général, on donne toujours le directeur, parce que tout repose sur lui. Et donc, pouvoir, en tant que directeur, se dire, en fait, maintenant, l'organisation, l'association peut se passer de moi. Moi, en tout cas, je le vivrai comme quelque chose de positif. Après, voilà, c'est aussi difficile parce qu'on construit des choses et on doit laisser des choses derrière nous. Mais pouvoir lâcher le bébé. Oui, pouvoir lâcher le bébé, c'est très certainement difficile pour moi aussi, mais ce sera aussi une victoire de dire j'ai stabilisé tout le monde. Enfin, la machine fonctionne, quoi. En fait, quel que soit le secteur d'activité de l'organisme, je pense qu'il y a beaucoup de ce que tu dis auxquels d'autres directeurs peuvent s'accrocher. Du coup, ce serait quoi pour toi les caractéristiques, les qualités ou les défauts d'un bon directeur ou d'une bonne directrice? Je pense en termes de qualité, il faut de la patience, ça c'est clair. Il faut aussi réfléchir en dehors des sentiers battus et parfois des choses complètement folles, même si ça paraît irréaliste. En tout cas, essayer d'en discuter avec vos collaborateurs ou même avec votre épouse ou votre époux, peu importe. Mais essayer de sortir, de la routine qui parfois nous enferme dans quelque chose de très régulier qui nous empêche finalement de sortir de la boîte et de penser autrement. La rigueur aussi, hein, ça on va pas se mentir. Dans le secteur associatif, et c'est souvent ce qui est reproché d'ailleurs au secteur, c'est un manque parfois de professionnalisme sur certains aspects.
Et malheureusement, parfois, on peut pas donner tort quand on a des entreprises qui refusent de collaborer parce que telle ou telle organisation, c'est pas très, la compta, c'est pas ça, la gestion des ressources humaines, c'est pas ça. On peut pas leur donner tort. Donc, il faut, c'est le rôle d'une direction, en tout cas, de travailler aussi sur cette rigueur, ce professionnalisme, cette transparence. C'est lourd à porter, vraiment. Mais je pense que ça doit être là-dessus. Et le réseau, ne pas hésiter vraiment à le réseau, se mettre en réseau, aller vers les gens, même des gens a priori, pas parce qu'ils peuvent vous apporter quelque chose, mais parce que simplement vous pouvez échanger avec eux et que peut-être dans 1, 2, 3 ans, cette personne va revenir vers vous en disant « Ah, mais j'ai quelque chose pour toi ». Faut pas hésiter et encore une fois sortir des cercles classiques. Nous, maintenant, on vise des partenariats avec des entreprises. On va dans des cercles d'entreprises alors qu'on a une association qui sort de nulle part, qui sort du bois. On va auprès de boîtes spécialisées en gestion des ressources humaines pour essayer de voir si eux peuvent pas nous filer un coup de main. Enfin voilà, on ose. Après, ils disent non, c'est pas grave. Un refus n'a jamais tué personne. Tu parlais tout à l'heure de couteau suisse. En tant que directeur, plus que n'importe quelle autre fonction, on vise le bien commun de l'organisation pour laquelle on travaille. Et le bien commun, parfois, passe par il faut faire la comptabilité parce que le comptable est malade ou parce qu'on n'a pas de comptable ou parce que... Enfin, voilà. C'est vraiment une fonction de couteau suisse. Après, il y a le couteau suisse des ressources humaines et des relations avec les équipes, de relations avec les bailleurs ou avec n'importe qui d'humain avec lequel vous travaillez. Et ça, c'est ce qui prend le plus d'énergie et le plus de temps. Et c'est là où souvent beaucoup d'associations s'écrasent parce qu'on n'arrive pas à sauvegarder nos ressources humaines, à lever la soupape quand c'est nécessaire. Et parce qu'on ne voit pas. Moi, le premier. Moi, je dis toujours qu'en termes de ressources humaines, je préfère perdre un appel à projet, peu importe son montant, que perdre une personne. C'est le côté humain, bien sûr, mais c'est aussi réfléchir en tant que leader, en tant que directeur. Parce que si vous perdez un être humain, déjà pour lui, c'est une catastrophe. Mais en termes de ressources humaines, vous allez devoir aller chercher quelqu'un, le reformer. Enfin, même si on enlève le côté humain et de manière totalement robotique, ce n'est pas intelligent d'amener les gens jusqu'au point de rupture. Ça n'a aucun sens. La deuxième phase du couteau suisse, c'est vraiment cette gestion-là. Il y a une troisième qui me venait justement, et tu l'as dit, c'est la notion de leader. Est-ce qu'un directeur d'ASBL est d'office et leader et manager? Il y a une équipe à porter avec un bien commun en finalité. Est-ce que tu as l'impression qu'il doit porter les deux casquettes? Je crois qu'on ne devient pas leader. Je crois qu'on a la possibilité de l'être ou pas. C'est-à-dire c'est en nous ou pas de pouvoir gérer des équipes, mais surtout que les équipes suivent. Parce que le manager, à la limite, peut ordonner. Il dit tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Le leader, il demande, et en termes d'efficacité, la demande ira plus loin que l'ordre. Et pour moi, ces deux fonctions qui sont pas spécialement opposables, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense que dans le milieu associatif, plus que partout ailleurs, il faut des leaders, des gens qui puissent mener les équipes et que les équipes puissent être aussi enthousiastes à l'idée de suivre cette personne. Parce que vous avez en tant que leader la vision macro, vous voyez où tous les fils doivent aller, mais pas spécialement vos employés. Donc c'est à vous de les amener, de les accompagner vers ça, parfois de leur expliquer, parfois de ne pas leur expliquer l'entièreté non plus pour pas les sursaturer, mais c'est à vous de les amener. C'est pas spécialement à eux de faire l'effort de comprendre ce qu'il y a dans votre tête. Et moi personnellement, j'ai eu du mal avec ça, surtout en ayant travaillé 3 ans tout seul. Pour moi, les premières réunions que j'ai eues avec mes équipes, à un moment donné, ils me disaient mais on comprend pas où tu veux aller. Ça a l'air clair pour toi, hein, mais c'est pas clair pour nous. Parce que moi, j'avais la vision, j'avais la ligne d'arrivée, mais eux n'avaient pas cette ligne d'arrivée en ligne de mire, et je leur donnais des étapes intermédiaires en disant voilà, tu fais les 3 premières étapes. Oui, mais pour aller où? Donc c'était important. Et le leader fait ça. Le manager, il impose. Il dit voilà, il y a ça et tu fais comme ça et tu te débrouilles. Après que tu aies des questions ou quoi, on verra ça plus tard. Mais comme tu disais, il y a cette notion de rigueur aussi à apporter, et les choses doivent être faites avec professionnalisme, même si on est une ASBL. Surtout si on est une ASBL. Et c'est pas on se débrouille mais on doit y arriver. J'imagine tu apportes aussi une stabilité, un cadre qui est indispensable. J'essaye. Mais c'est clair que si vous voulez grandir et quand vous travaillez avec des appels à projets, enfin ici on a eu un appel à projet régional il y a très peu de temps, ce qu'on n'avait jamais eu accès, mais il y a une rigueur de travail, il y a du rapportage évidemment, mais il y a une comptabilité, il y a un suivi, il y a aussi le partenaire des terrains, il faut l'accompagner, il faut le suivre, enfin, c'est très 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 complexe, mais si dès le début vous n'avez pas de la rigueur dans votre travail,
Jamais vous pourrez atteindre ce genre de bailleurs. Et on ne peut pas leur en vouloir non plus d'imposer une critère enfin des critères assez élevés et une rigueur parce que c'est de l'argent public. Hein, et c'est pas comme s'il y en avait de manière infinie. Donc, et la rigueur commence très très petit. Hein. Je vois un truc de base, mais c'est le cas de dire les bases de données de vos donateurs, de vos sympathisants, de vos volontaires, savoir qui fait quoi, savoir avoir les numéros de téléphone. Enfin, c'est des choses de base qui paraissent évidentes, mais pour avoir même avant travaillé pour ADRA, fait beaucoup de bénévolat dans des associations, c'est pas une évidence du tout. Toi, tes victoires, tu les retrouves sur le terrain, toujours en lien avec le terrain, ou justement ta casquette de directeur, tu arrives à puiser aussi ta fierté dans ce que tu arrives soit à insuffler ou à créer, à manager. Mes victoires, il y en a plein d'ordres, je crois. Les victoires, c'est de voir ma fille de 5 ans qui me dit ah ben papa, moi je veux venir conduire le camion avec toi et je veux distribuer à manger. Pour moi, ça, c'est une victoire parce que ça veut dire qu'elle a compris l'idée. Enfin, elle m'a dit donner à manger aux pauvres. Bon, voilà, c'est sa version d'un enfant de 5 ans. Mais ça veut dire qu'elle a compris ce que faisait une partie du travail de son père et qu'elle a envie d'aider. Pour moi, ça, c'est déjà une victoire en tant que père, en tant qu'être humain et même en tant que directeur, parce que la sensibilisation commence par soi-même et par sa famille. Mais les victoires, oui, c'est ce genre de prix, ce genre d'interview, c'est le fait que les bailleurs nous aient fait confiance, même le premier, enfin la Solimac, ils ont vu quelque chose que même moi je ne voyais pas encore à l'époque. Et d'arriver maintenant à ce point-là, d'avoir un camion qui est opérationnel, d'avoir même des volontés d'en déployer plus de la part de mes collègues au niveau d'ADRA, et même nous, on a envie d'en déployer plus à l'avenir. Ça, c'est des victoires de voir que les bénéficiaires, quand on leur propose le burger qu'on a mis des semaines à réfléchir à ce qu'on mettait dedans, de voir qu'il est dévoré en 2 minutes et que la personne me demande s'il peut en avoir un deuxième, ça, c'est une victoire aussi. C'est pas seulement la quantité d'argent qui rentre sur les comptes d'ADRA, loin de là. En fait, l'argent n'est qu'un outil au final. Et ça aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on perd de vue, beaucoup d'organisations, surtout quand on est petit et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on se dit il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais l'argent, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. C'est pas la fin en soi. Si on peut aider les gens sans argent, c'est très bien, il faut le faire. Par exemple, là, on a beaucoup travaillé en Ukraine, c'est de pouvoir se dire maintenant, voilà, on a une chaîne logistique qui fonctionne, on a quand même réussi nos bureaux d'Europe de l'Est à monter des projets pour la période hivernale. Enfin voilà, ça c'est des victoires aussi, de se dire ok, là on fait quelque chose de concret, on ne laisse pas ces gens aux frontières de l'Europe sans rien. Mais en même temps, il y a d'autres réfugiés. Il y a des réfugiés qui viennent du Yémen, d'Afghanistan, de Somalie, qu'on traite beaucoup moins bien dans nos pays. Et bien là aussi, nous on agit. Et quand je vois ce qui est mis en place par les bureaux d'ADRA à travers le monde, là aussi je suis fier. C'est une victoire pour moi aussi. C'est pas une victoire personnelle, mais c'est une victoire du réseau d'ADRA dans son ensemble. Parce qu'encore une fois, c'est un réseau. On est tous sur le même plan. Personne n'est supérieur à un autre au sein de notre organisation. Et donc une victoire, c'est une victoire commune, c'est une victoire collective. Il doit y en avoir un sacré paquet des victoires dans un organisme aussi grand. Il y en a quelques-unes. Avec autant de valeurs et de projets inspirants. Il y en a quelques-unes, comme il y a quelques années, on est devenu membre permanent au niveau de la consultation pour la thématique des réfugiés à l'ONU. Parce que c'est une thématique sur laquelle, quand on parle d'urgence et de maîtrise de l'urgence, les flux migratoires, c'est l'urgence par excellence. Et ça ne va faire que s'amplifier. Donc voilà, c'est des victoires, c'est de se dire, ok, non seulement on est reconnu, mais on est reconnu pour quelque chose de concret. On n'est pas reconnu parce qu'on a levé 50 millions de dollars. Non, c'est pas ça. On est reconnu parce que on maîtrise notre travail auprès des réfugiés. Quelle est ta vision du monde aujourd'hui, maintenant que tu as vu quand même le pire et le meilleur, en voyant vraiment les horreurs qui se passent dans le monde, en voyant aussi ce que l'homme peut faire de mieux et d'arriver à gérer des projets d'aide humanitaire. Tu restes optimiste Je serais pas là si j'étais pas optimiste, ça c'est la première chose. J'aurais pas fait d'enfant si j'étais pas optimiste. J'aurais pas rabattu les cartes professionnellement si j'étais pas optimiste. Je pense que ouais, il y a pas 36 façons de voir le monde. Hein. Soit on est pessimiste et on s'enterre dans un bunker. Hein. D'ailleurs, il y en a qui le font. Soit on essaie de voir le bon et les choses qui sont quand même positives et qui avancent. À un niveau plus local, moi je vois la facilité avec laquelle on a monté par exemple ce projet de food truck et la facilité avec laquelle les gens et nos volontaires s'engagent.
Pour eux, c'est une évidence. On n'a pas dû harceler nos volontaires pour dire on a besoin de vous le vendredi après-midi parce qu'on se déploie avec Rolling Douche, avec Bulle et on a besoin de vous pour assurer avec nous. De voir qu'il y avait cette envie, de voir que les partenaires de terrain étaient super enthousiastes, de voir que y a de plus en plus aussi d'initiatives qui sortent de l'ordinaire et qui essayent d'aller plus loin. Je trouve ça, il y a quand même une générosité qui est supérieure quand je vois même nous, alors qu'on est en période de crise, alors que tous les gens, les difficultés sont là pour tout le monde, les donations se portent plutôt bien. Il y a une envie d'un autre monde qui est quand même présente chez la majorité des gens et il ne faut pas grand chose pour allumer la flamme. Il faut juste un bon projet, il faut juste les orienter, il faut juste leur donner aussi la capacité d'agir. Parce que souvent les gens sont désemparés. Ils disent j'ai envie de faire quelque chose, mais quoi? Et je parle pas simplement de donner de l'argent, mais je parle de s'impliquer. C'est aussi l'idée d'un projet de ce type-là. Et c'est aussi pour ça que nous, on a démarré des projets en Belgique pour aussi fidéliser des gens et leur donner la possibilité de s'intégrer dans quelque chose. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. Merci Petite dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais un livre, une série, un film, n'importe quel ouvrage qui nous permettrait de se mettre dans tes baskets le temps de quelques minutes? Un livre, par exemple, qui m'a beaucoup touché quand j'étais enfant, c'était la trilogie des fourmis de Bernard Werber, par exemple, parce que c'était ce monde qu'on était à côté et un monde parallèle qui existait, qu'on comprenait pas du tout en considération, et d'un point de vue environnemental, après coup, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est toute la planète qui n'est pas prise en considération. Et si le monde des fourmis vive de manière parallèle au monde des humains et qu'il y ait des interactions à travers ces livres qui sont, pour moi, c'est meilleur, ouais, ça a peut-être construit un peu mon idéal écologique, en tout cas. De se dire, il y a des êtres qui sont à côté, il faut s'en préoccuper aussi. C'est pas que nous qui marchons comme ça. Le centre du monde, quoi. Ouais, exactement. Le côté très autocentré de l'être humain. Ouais. Et justement, dans les fourmis, il y a toute cette civilisation quasi de fourmis avec ses règles, avec ses codes. Je trouvais ça incroyable. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Avec plaisir. Bravo pour ce travail et bravo pour le food truck. Donc, on peut vous trouver sur les marchés. Tu as ce moment publicitaire là, si tu veux des bénévoles, si tu veux des clients pour manger les burgers. Pour l'instant, on a décidé de faire le focus sur l'action sociale avant tout et de développer l'aspect commercial petit à petit. Donc, on va à des événements sur demande. Là, on a fait une petite pause dans les activités. On redémarre en novembre, donc à partir de début novembre, tous les vendredis après-midi, Esplanade de Gare du Midi, c'est là qu'on est dans l'action sociale. Si vous voulez rejoindre en tant que volontaire, il faut d'abord nous envoyer un mail. Il y a toutes des questions d'assurance et tout. Voilà, il y a des protocoles un peu à mettre en place et vous expliquer aussi à quoi vous allez être confronter. Mais c'est tout à fait possible et on recherche des volontaires. Donc là, je vous encourage à soit m'envoyer un mail sur info@adra, donc adra.be. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur notre site, sur les autres actions aussi qu'on mène, c'est www.adra.be. Notamment, maintenant, on travaille sur le Pakistan, tout ce qui se passe au Pakistan pour l'instant. Voilà. Bah, le message est passé. Mille merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.